Déjà, il faut se poser la question, pourquoi je vais utiliser cet ATS? En quoi en ai-je besoin? On a également quelque chose qui est fondamental, c'est toute la partie, ce dont je parlais avant, daily testing. C'est-à-dire, on va se mettre à la place dans la peau du candidat. Et le recruteur de demain, c'est celui qui va se poser les bonnes questions avant d'ouvrir le poste. Les moines copistes sont les développeurs d'aujourd'hui. Là où on devrait se challenger un petit peu plus, c'est voir comment est-ce que les développeurs utilisent tous leurs outils pour bien implémenter l'IA, parce que c'est quelque chose dont on va avoir besoin quand on va prompter, quand on va nous-mêmes avoir besoin de créer des workflows. Bienvenue dans TamTam. Je suis Léo Bernard, le co-créateur de Blendy, la formation recrutement pour passer au niveau supérieur. Ce podcast, sponsorisé par Tim Taylor, te permet de découvrir les meilleurs conseils et tips activables par les personnes qui recrutent, comme mes invités, pour les personnes qui recrutent, comme toi. Bonne écoute. Bonjour à toi, Diane, comment tu vas ? Très bien, merci. Et toi ? Écoute, super, là on enregistre, on aurait dû se voir en présentiel et finalement, canicule oblige, on se retrouve à faire ça, chacun chez soi, mais c'est peut-être un peu mieux, vu le bazar, que c'est. On enregistre du coup fin juin, cette belle, vague, dôme de chaleur qu'on est en train de se prendre dans la figure. Avant du coup qu'on aille un peu plus loin, moi du coup je suis trop heureux de t'avoir, sur ce podcast, Diane. Tu as plein de sujets intéressants que tu vas nous raconter. Je pense que de toutes les prépas que j'ai pu recevoir, tu vois, en amont, c'était une des plus, complètes, cohérentes, précises, bien architecturées, avec des choses claires, pas de bullshit comme on peut voir un peu partout. Donc j'ai assez hâte d'enregistrer avec toi. Ce que je trouve vraiment chouette, c'est que tu as une approche très full stack de ton passé du coup, et ton présent, de recruteuse. Et donc là aujourd'hui tu te retrouves à être, chez Phantom Buster, The Phantom Company, et donc hâte que tu nous racontes tout Exactement. ça et que tu nous parles de ce que tu as pu faire, avant, avec justement, toute ces sujets qui sont liés à l'ATS, et plus, si affinité, c'est ce qu'on va voir dans cet épisode. Donc voilà, c'est le dernier épisode, diffusé de la saison 4, de Tam Tam. Donc du coup, c'est une bonne conclusion. On a commencé le tout premier épisode de la saison 1 par les outils et on finit le dernier épisode de la saison 4, par du coup, l'ATS. Donc la boucle est bouclée. Bienvenue du coup, Diane, sur Tam Tam. Et est-ce que du coup, tu peux commencer par te présenter pour les gens qui te connaissent pas? Oui, bien sûr. Donc, je m'appelle Diane Rocher. Je travaille en ce moment chez Phantom Buster. Ici, on automatise la prospection sur LinkedIn et les réseaux sociaux pour que les équipes Sales et Growth puissent scaler sans y passer leur journée. On va pas parler de ça aujourd'hui. On va parler de l'ATS, notamment de Tim Taylor. Et petite intro perso, j'ai passé les 7 dernières années sur Marbella. J'étais dans un contexte international. Avant ça, j'étais en Irlande. J'ai passé plus de la moitié de ma carrière à l'étranger. Et donc, ce qui explique que tu vas nous faire pas mal de franglais pendant l'épisode. Mais tu Malheureusement. t'excuses en avance auprès de nos auditeurs et auditrices, c'est ça? Exactement, désolée. J'ai essayé de trouver quelques petits mots avant que j'ai notés en français. Non, mais c'est OK. Franchement, tu vois, moi, ça fait depuis 4 ans que je bosse avec Élise et elle utilise du franglais au quotidien. J'ai bossé aussi en startup, donc je comprends tout à fait en anglais le problème d'avoir ça. Et d'ailleurs, souvent, forcément, on dit quand même, mais c'est juste souvent un accident. En fait, tu fais pas exprès de parler en franglais, c'est que soit du coup par habitude, soit parce que du coup tu trouves pas une meilleure alternative, des fois en français. Moi, je trouve voilà, c'est une chance de parler plusieurs langues et on ne devrait pas d'ailleurs se cacher de faire du franglais. Voilà, c'est mon côté politique, un an avant la présidentielle. Ne cachons pas notre franglais parce que c'est notre projet. Et donc par rapport à ça, j'ai une première question pour toi, Diane. C'est pourquoi l'ATS? En fait, c'est la fondation de ta stack. Et du coup, comment tu choisis ça et ce qui gravite autour un peu comme une sorte de petit écosystème de galaxie recrutement. Exactement. Il faut commencer en premier par bien définir le problème qu'on veut résoudre. Pas par chercher un outil. La question n'est pas quel outil est tendance, mais qu'est-ce qui me prend du temps et ne devrait pas. L'ATS, c'est la fondation en tant que recruteur. C'est le seul endroit où tous les candidats engagés avec nous existent. Tout le reste gravite autour. Donc, il faut comprendre le mindset de l'ATS avant d'utiliser. Dans mon cas, j'utilise Tim Teller. Ça fait plus de 5 ans que j'utilise cet outil. Je l'ai utilisé dans les 2 dernières sociétés. Il a été conçu par un prisme spécial, Employer Branding et collaboration Hiring Manager. Je vais m'expliquer. On a d'autres ATS actuellement, notamment Jarby, qui sont très bons pour les outils de prospection. L'ATS Tim Teller est un petit peu plus pour les sociétés de produits, où on va avoir des intervenants, des hiring managers. Il faut se connecter, il faut une UI qui soit sympa, il faut que ce soit facile à utiliser.
j'ai arrêté de chercher des raccourcis et j'ai commencé à optimiser l'existant. Donc le piège classique, c'est ajouter un outil pour résoudre à ce qui est en réalité un problème de configuration. Si la feature, donc si la fonctionnalité, pardon, existe nativement, l'activer nous coûte 0. Donc seulement ensuite, on va compléter avec des outils pour les vrais gaps que l'ATS ne peut pas couvrir. Avant du coup que tu nous racontes du coup comment tu fais ça, comment t'expliques le fait que, tu vois, moi nous enfin c'est un truc qu'on voit chez beaucoup de clients, peu importe le type Mhm. d'ATS, les meilleurs comme les pires, je ne citerai pas de nom, même, Mhm. sous menace par rapport à ça. Comment t'expliques qu'on fait pas forcément le tour des features, qu'on les trouve pas? Enfin, qu'est-ce qui fait que selon toi, les recruteurs et les recruteuses n'utilisent pas assez les features de leur ATS? Comment t'expliques ça? Eh bien, il y a beaucoup de documentation qu'on va skipper. Désolée encore pour le franglais. Il Mmh. faut vraiment regarder la documentation. Comme un ingénieur, par exemple, hein, quand il va rentrer dans un nouvel outil, il va utiliser un nouvel outil, il va devoir lire toute la documentation qu'il y a derrière. Il faut faire la même chose au niveau de l'ATS. Je pense que c'est très important de comprendre l'existant en regardant la documentation, ce qui a été fait, assister aux événements produits. La doc après, enfin, comme tu dis, bon, les ATS sont plus ou moins forts là-dessus pour la maintenir. Il y en a qui font un bon boulot aussi, je trouve, genre, tu vois, d'envoyer des newsletters, par exemple, de nouvelles features qui sortent régulièrement pour pouvoir tenter des nouvelles choses. Mais déjà, avant de tenter des nouvelles choses, utilisons l'existant. Comment justement, bah, tu vois, genre toi, avant de mettre en place, parce que souvent c'est genre, je veux un nouvel outil pour ça, un nouvel outil pour du sourcing, un nouvel outil pour ci, un nouvel outil pour je ne sais quoi. Comment du coup, on sait si on a vraiment genre, tu vois, avait fait le tour du propriétaire de ton ATS, que ce soit du coup Tim Taylor dont tu parlais ou un autre. D'accord, très bien. Le premier réflexe, c'est pas on a besoin d'un nouvel outil. Ça devrait plutôt être est-ce qu'on utilise vraiment ce qu'on a? Et avant même d'implémenter avec un nouvel outil, il faut faire un audit de ce que l'outil fait déjà nativement, mais qu'on n'utilise pas. C'est pour ça qu'on parlait de la documentation. Mon expérience dans ma nouvelle boîte, Tim Taylor était notre ATS depuis des années. La vidéo était désactivée. L'option vidéo a été activée en 2024. Les automatisations n'existaient pas. Le copilote était activé dans la nouvelle version de Tim Taylor, mais les hiring managers ne savaient pas qu'il était disponible. Les triggers existaient pour une logique de tag qui était très bien faite d'ailleurs. Donc le tag, c'est par exemple le candidat est vu en entretien technique, on va recevoir un petit tag vu en entretien technique, ainsi de suite. Donc test passé, entretien TA réalisé, offre, et ça permet de bien pouvoir se retrouver quand on recherche des anciens candidats, quand on fait du sourcing. Mais une nouvelle fois, il n'était pas pushé sur, on n'avait pas d'email d'automatisation qui suivait, qui était attaché au niveau des templates. Donc l'outil avait tout et on n'avait rien configuré. Pour le déploiement, j'ai commencé par un rôle pilote. J'ai fait pas mal d'A/B testing, du avant-après, Mhm. et j'ai livré des quick wins rapidement pour embarquer les hiring managers avec moi. Mon premier livrable était le weekly report. J'ai fait d'ailleurs un petit Ok. article là-dessus. C'est par exemple, l'ATS va nous donner des informations et on va pouvoir dans ce weekly report recevoir les résultats qui vont être visibles du nombre d'entretiens qui a été fait, du nombre de tests qui a été réalisé, du temps que les hiring managers vont utiliser pour pouvoir corriger les tests. On peut même aller jusqu'au pourcentage de tests qui vont être validés, du drop également, du churn. Ensuite, je me suis attaquée aux entretiens enregistrés. Les équipes utilisaient d'autres outils, mais ils n'étaient pas natifs à Tim Taylor. Il fallait penser à copier-coller les notes ou le meeting, penser à demander l'autorisation au candidat. Ce que propose Tim Taylor, depuis un petit moment déjà, c'est une validation du candidat en amont. C'est-à-dire que quand le candidat rentre dans un entretien, il va avoir cette information pour le RGPD. Est-ce qu'il accepte d'être enregistré? Donc ça, c'est déjà fait. On a la validation. Ensuite, on peut avoir une summarisation automatique juste après le meeting. Donc l'entretien est enregistré et on a un résumé de l'entretien. On a également un tableau de bord et je sais que MetaView le fait. Il y a un tableau de bord avec un Ouais. temps de parole candidat et recruteur. Donc ça, on l'a déjà gratuitement, nativement dans Tim Taylor. Donc tout est dans l'ATS sans avoir besoin de jongler entre 3 outils. Euh, Ce qui est important Ouais. également, on a la documentation, mais quand on travaille avec une équipe, c'est important de documenter ce qu'on va utiliser. Ça va être beaucoup plus simple. Donc, j'ai construit un petit Team Taylor Playbook pour les hiring managers
Pas un manuel de 40 pages, hein. C'est directement sur Notion. Et d'ailleurs, ils peuvent utiliser le copilote Notion, ils posent une question, ils n'ont pas besoin de lire le playbook, ils ont la réponse directe. Donc c'est un guide qui répond à une seule question, pourquoi et comment je me connecte. Trop bien. Je te mets sur une petite étagère en attendant ce sujet-là de accompagnement de Service Manager parce que c'est la partie clé de l'adoption d'outils. Avant ça, toi, du coup, tu as la chance d'utiliser un bon ATS. Qu'est-ce que tu conseilles aux gens qui ont un ATS, qui n'ont pas toutes les fonctionnalités très chouettes pour faire justement le tour de l'outil? Je ne vais pas citer encore une fois de nom, mais tu en as qui n'ont pas forcément toutes les features dont tu parles, d'enregistrement, de scorecard, de copilot, etc., etc. Comment, du coup, tu t'assures, comment tu fais quand tu n'as pas la chance d'avoir un bon ATS, du coup, pour le même résultat que tu viens de dire là. Et après, on repassera, je remettrai le petit sujet accompagnement de Service Manager, mais comment tu fais quand tu n'as pas un bon ATS? C'est quoi les conseils que tu as à donner? Quand je n'ai pas un bon ATS, déjà il faut se poser la question, pourquoi je vais utiliser cet ATS? En quoi en ai-je besoin? Si c'est pour du sourcing pur, Teamteller peut être un bon outil, mais on peut avoir des outils beaucoup plus intéressants sur le marché. Donc je pense qu'il faut d'abord se poser une question qui est fondamentale. Quel est le but de la société? Est-ce que c'est une société de produits où je vais avoir besoin de communiquer avec énormément de recruteurs, il va y avoir des hiring managers? Est-ce que ça va être un bon outil, voire un CRM, pour pouvoir sourcer et ajouter du candidat? Et par rapport à ça, quand on répond à cette question, il faut l'optimiser au maximum. Il n'y a pas un outil qui peut être potentiellement meilleur qu'un autre, ils s'alignent tous. Généralement, c'est un problème de documentation. Souvent, la plupart de ces outils-là, ils ont des possibilités d'amélioration, hein, des features, des fonctionnalités qui sont pas qu'on peut créer. Il faut simplement lire la documentation, regarder les intégrations. Trop bien. Après, on tombe aussi des fois sur des sujets politiques où tu as des grands groupes, par exemple, qui ne peuvent pas changer la thèse du jour au lendemain parce que tu as des contrats extrêmement longs, etc. Mais là, on en parlera juste après sur comment justement tu peux contourner un ATS. Du coup, je reprends mon petit sujet sur l'étagère. Tu l'as dit, tu as créé un playbook à destination de Terry Manager, ce qui est une trop bonne idée. C'est quoi les autres choses que tu recommandes en termes de choses que tu as mis en place, de conseils pour s'assurer que les gens utilisent l'outil? Parce qu'un bon outil collaboratif comme un ATS ne fonctionne bien que si il y a du collaboratif derrière. Comment tu favorises ce collaboratif? Comment justement tu t'assures que Hiring Manager utilise et utilise bien l'outil? Quand on a des nouveaux hiring managers, je pense que la formation est importante. On va prendre 15 minutes de café en remote, parce qu'on est une société remote, 15 minutes télé-café, où on va un petit peu voir l'interface, demander à l'hiring manager directement de se connecter pour qu'il puisse voir son interface et lui dire, bon, alors, va ici, va là, lui poser des questions. Teamteller a un très bon outil parce que la communication est asynchrone, ce qui permet de recevoir des notes et on va lui expliquer le minimum en termes de l'utilisation de Teamteller. Plus c'est simple, plus ça passe. Ensuite, s'il a besoin de choses qui sont un petit peu plus spécifiques, on va pouvoir se pencher et prendre du temps pour discuter avec eux. En tant que recruteur, on ne fait pas des énormes volumes de recrutement chez Phantom Buster. Donc l'idée, c'est vraiment qu'on puisse accompagner clé en main l'hiring manager et ça passe avant tout par notre ATS. Trop bien. Si tu devais, admettons, quelqu'un qui nous écoute et qui se dit, moi, mes hiring managers, ils sont pas formés à mon ATS, tu pars de zéro, c'est quoi les deux, trois, allez, le meilleur conseil que tu as à donner et le piège dans lequel ne pas tomber pour s'assurer que tes hiring managers utilisent bien l'outil? Meilleur conseil et piège. D'accord. J'ai résumé le rôle dans Teamteller en 4 raisons pour les hiring managers. La transparence au niveau de l'information, la collaboration aussi, hein, les entretiens qui sont disponibles ici et les feedbacks qui sont maintenant également enregistrés. Donc plus c'est simple, plus ça passe, comme je le disais. J'ai également montré le ROI en leur langage. Donc ça te fait gagner 15 à 20 minutes de préparation par candidat que tu interviews, par exemple. C'est concret, c'est mesurable, ça convainc. Trop bien. Et tu dirais, c'est quoi le piège majeur dans lequel tu peux tomber quand tu veux former tes hiring managers? Le terme en français, de vouloir trop tailorer. Je cherche le terme en français. Faire un truc à la chaîne un peu trop redondant, c'est ça, tu dirais, ou... Non, c'est le contraire, justement. C'est de vouloir trop proposer quelque chose de spécifique, de personnalisé au hiring manager, tomber dans ce piège-là, être vraiment Ok. la secrétaire, l'administratif, et ne plus avoir cette possibilité ensuite d'avoir quelque chose qui va fonctionner pour une équipe 1, une équipe 2, une équipe 3. Il faut quand même trouver un socle commun
où la même présentation, le même pitch peut correspondre à une équipe comme une autre. Et ensuite, on va voir si on peut personnaliser. Mais le piège que j'ai vu sur pas mal d'années, c'est vraiment de vouloir trop aider, être trop dans la personnalisation pour chaque process. Et au final, ça peut avoir un effet négatif parce que l'hiring manager va s'habituer à ça. S'il y a quelque Ouais. chose qui ne fonctionne pas, parce qu'on ne peut pas l'automatiser, si quelque chose ne fonctionne pas, c'est de la faute du recruteur. Et on n'a plus cette... Toujours. nous, exactement. Donc je pense qu'il faut quand même trouver un socle commun. D'ailleurs, la documentation Team Teller est là pour ça, le playbook est là pour ça. Et ensuite, si pour un besoin vraiment spécifique, on a besoin de personnaliser un petit peu, on le fera. Mais il faut qu'ils comprennent qu'on a quelque chose, la documentation est là pour quelque chose, le process est là pour quelque chose. Et il faut d'abord se fier, croire au process. OK, super clair et merci pour ça. Je propose qu'on, du coup, descende encore plus, d'un cran. Tu as déjà parlé, du coup, pour comment est-ce que justement on s'assure qu'on pousse notre ATS au max de ses capacités, et qu'il est pas sous-utilisé, ce qui est souvent le cas. Tu as déjà dit de 2 choses. Tu as déjà parlé du comment, des features, et un peu des guides et de la documentation. Bon, alors ça, il y a peu de gens qui aiment bien aller faire la doc, mais c'est quand même assez important et tu as parlé, du coup, de ce que tu avais déjà vu entre quand tu es arrivé et ce que tu as mis en place. Est-ce que tu verrais une autre petite chose que tu pourrais faire, je sais pas, le dernier épisode, avant-dernier épisode était sur le user research avec Carole David, qui d'ailleurs pas très loin de chez toi à Nantes. Est-ce que tu ferais autre chose que tu veux mettre en place pour t'assurer que tu utilises bien, tu paramètres bien ton ATS au max? On a également quelque chose qui est fondamental, c'est toute la partie, ce dont je parlais avant, daily testing. C'est-à-dire, on va se mettre à la place dans la peau du candidat. Quelle est l'expérience du candidat au niveau du site, qu'est-ce qu'il va voir quand il postule, quelles seront les questions qui vont apparaître, les premiers emails, les templates, etc. Et ça, c'est quelque chose qui est très important parce qu'on a cette partie facette. Il faut vraiment travailler côté hiring manager, mais c'est avant tout un travail à 360 degrés. Hein. Il faut également se mettre dans la peau du candidat, regarder tout son parcours candidat et vérifier qu'il reçoit les bonnes informations. Pour qu'ils puissent être contents. On peut même aller plus loin. Ils peuvent recevoir des surveys pour voir si l'entretien s'est bien passé, s'ils ont des feedbacks à donner. C'est quelque chose qu'on n'a pas activé parce qu'on fait on fait pas du recrutement de gros volume. Et je suis seule sur la partie recrutement, mais c'est quelque chose que je préconiserais pour des équipes de plus de 3 personnes sur la partie recrutement. Très bien. Ouais, avoir un petit NPS, c'est toujours, ça peut toujours être utile pour améliorer ses pratiques. Avant du coup qu'on passe aux solutions de contournement, ça va être chouette. Tout à l'heure, tu Mhm. m'as expliqué que tu as mis en place différentes choses, depuis ton arrivée du coup chez Team Tyler. Est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu, tu vois, genre des choses que tu aurais mis en place, pour aller pousser, l'outil, et le rentabiliser? Ça coûte de plus en plus cher les ATS, donc c'est quoi les choses que tu as mis en place pour justement rentabiliser, l'implantation de TT qui avait été faite? Bon, pour rentabiliser, dans un premier temps, il faut être sûr que les collègues, les hiring managers l'utilisent bien. Hein. On va expliquer comment l'outil fonctionne, mais pourquoi ça les aide eux concrètement. Ensuite, pour rentabiliser au maximum, j'ai un compte admin. Il faut avoir un compte administrateur pour regarder quelles sont les différentes intégrations qui sont disponibles. Il faut bien lire la documentation. Et quand on va sur les intégrations, sur la partie settings, on peut voir que on peut avoir toute une série d'automatisations qu'on peut ajouter. Hein. Donc, je parlais tout à l'heure de la partie copilote Oui. qu'il faut ajouter manuellement. On a également toute la partie summarisation de vidéos. On a tout ce qui est screening criteria. Tout ça, c'est quelque chose justement qu'on peut ajouter. Hein. Donc, par exemple, la méthode est simple. Il faut faire la liste de toutes les fonctionnalités natives, cocher celles qu'on utiliserait réellement et regarder les cases vides. Exemple sur TeamTeller, les add-ons dont je Mmh. parlais, qui font partie, c'est la première chose qu'on voit quand on va dans les settings, et ils sont dans les intégrations settings. Faut participer aussi aux product updates proposés Oui, par l'outil et lire oui. de temps en temps la documentation. On peut même connecter la doc à Claude AI et puis lui poser directement des questions quand on se perd. Mais ils ont également une partie. Le service Customer Success répond bien. Ils sont rapides pour nous donner les liens. Donc, si on a une idée ou on ne sait pas si c'est déjà possible avec l'outil, il est facile de les contacter pour qu'ils puissent nous rediriger.
Puis des fois, ils sont très rapides pour nous dire s'ils ne savent pas si, ou si c'est pas possible. Donc mon gap sur Team Teller, dans mes 2 dernières sociétés, quelque chose que j'ai pas pu résoudre avec le Customer Success de Team Teller, c'était toute la partie analysis, les data des candidats pour chaque process n'étaient pas vraiment visibles. Ils ont des couches qui sont pas forcément intéressantes pour nous. On a la couche inbox au moment où la personne postule. Ils mettent la couche inbox et screening en même temps que l'entretien du recruteur. Ensuite, on a une couche qui est hiring manager où on a tous les tests. S'il y a un entretien ou 2 entretiens, c'est la même chose pour eux. Et puis on a la couche offre. Alors, il y a une autre couche que j'ai oubliée entre temps, mais c'est pas grave. Ce qui est important, je pense que le plus important, c'est la partie hiring manager. Des fois, on a un entretien technique. Des fois, on en a 2. Des fois, on a un test aussi également. Et on n'était pas capable de quantifier à la fin de la semaine quel était le nombre d'entretiens exacts, quel était le nombre de tests exact, quel était le cumul aussi de ces entretiens. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai réussi à détourner. Et c'est une très bonne transition vers ce que je vais te poser comme question, c'est que des fois, aucun outil n'est parfait. Et voilà, bon, les auditeurs et auditrices le savent, c'est Team Taylor qui sponsorise cet épisode, mais aucun outil n'est parfait, que ce soit des ATS, des outils de sourcing, des outils de prospection. Personne ne peut se vanter d'avoir un outil qui répond à tous les usages. Ça répond à des usages par rapport à un contexte, par rapport à des besoins et autres. Quand tu te retrouves, entre guillemets, alors soit bloqué avec un outil qui est pas à la hauteur de ce que tu veux, soit du coup tu as un très bon outil qui fait de base mais qui fait pas exactement tout ce que tu veux. Donc là c'est une bonne question, tu vois, sur le côté analytics, où franchement aujourd'hui pour moi il y a pas un ATS sur le marché qui est parfait sur l'analytics. Il y en a qui sont plus ou moins pires, on va dire, mais c'est très dur d'avoir de la bonne data. Après avec des MCP aujourd'hui tu peux connecter tout ce que tu veux et tu peux avoir accès à la donnée en brut et créer ton propre dashboard, mais c'est une bonne transition vers ce que tu vas me dire juste après. Comment tu contournes? Ouais, c'est une bonne question. MCP chez Team Teller n'existe pas. Ça, c'est une chose qu'il faut connaître. Pas encore. Je pense pas que ce soit intéressant pour eux aussi. L'API fonctionne très bien. Il y a toute une documentation par rapport à ça. Je me suis penchée dessus il y a plus d'1 an, quand le vibe coding venait juste d'apparaître. C'était très compliqué, je m'étais penchée dessus, j'avais embêté quelques-uns de mes ingénieurs à l'époque pour essayer de comprendre comment fonctionnait l'API, etc. Maintenant, c'est beaucoup plus facile de tout faire seul. Donc, il y a 1 an de ça, on avait la documentation API et débrouille-toi avec ça. Voilà. Donc, il fallait comprendre un petit peu qu'est-ce qui pouvait fonctionner, comment est-ce qu'on faisait la connexion. Il y a une chose aussi qui est importante, la connexion API, et c'est pour ça d'ailleurs que je pense que le MCP n'existe pas encore, ne donne le droit d'avoir que quelques fonctionnalités au niveau de l'extraction de data. C'est limité, ouais. C'est limité. On peut pas, dans l'idéal, mais j'en parlerai tout à l'heure, dans l'idéal, je voudrais connecter mon Claude à Team Teller et puis lui dire, écris-moi, je viens de finir cette interview, cette intake meeting avec le hiring manager, boum, c'est directement envoyé et j'ai un job interview avec des entretiens de questions qui sont déjà automatiquement créés. Non, là, on a encore le copier-coller parce qu'on peut pas écrire encore sur cette partie-là dans les interview kits dans Team Teller. Mais on peut faire certaines choses. Bon, pour revenir à ce qui s'est passé l'année dernière, j'utilisais à l'époque un outil d'automatisation qui s'appelait Zapier. Maintenant, je suis au level 2 avec Make. Et le level 3, normalement, c'est N8N. Mais je pense que j'aurais jamais besoin de faire ça parce que Claude va tous les manger au bout d'un moment, sans doute. Donc il y a 1 an, pour obtenir un rapport vraiment personnalisé, j'avais construit une série de petits codes séparés dans Zapier, donc des petits codes Python que j'arrivais bien à lire d'ailleurs parce que j'ai fait quelques cours en Python et c'était des codes qui étaient tout bêtes d'extraction d'informations. Donc chaque module représentait un calcul isolé, un bout du message Slack qu'on allait recevoir, qui allait être communiqué au hiring manager sous forme de rapport hebdomadaire. Donc chaque équipe avait ses analytiques à l'instant T, 1 fois par semaine, je le faisais le vendredi, et plus un cumul des data depuis l'ouverture du poste. Ça, c'était très intéressant, c'était fragile, difficile à maintenir. Je passais plus de temps à m'amuser, à aller sur Zapier, je m'éclatais, qu'à écrire à la mano, des fois, ce qui pouvait prendre des fois moins de temps. Ça peut vite casser les Exactement. Mais pour être bon, je pense qu'il faut passer beaucoup de temps à s'entraîner et à avoir plein de petits fails pour ensuite comprendre ce qui fonctionne pas.
C'est comme le sport. Donc c'était la levée de poids, pas directement sur du 30 kilos de levée. Donc c'était fragile, c'était difficile à maintenir, ça me prenait beaucoup de temps à construire, mais je m'éclatais. Je passais les week-ends et les soirs au début dessus, parce que mon travail c'était de recruter et de faire des entretiens. Donc Ouais. aujourd'hui avec Claude, c'est suffisamment puissant pour prendre toute la logique et la consolider en un seul script qui gère tout. Si j'avais su ça l'année dernière, je perdais énormément de temps. On avait un beau zap, un workflow qui prenait 15 petits codes Python. Maintenant, mon workflow, c'est 3 étapes. Il y a ça se connecte à Teamteller. Ensuite, j'ai un code pour tout. Et ensuite, j'ai le résultat directement sur Slack. C'est la fabrique des idiots aussi, parce qu'on comprend de moins en moins ce qu'on fait. Donc, il est suffisamment puissant pour prendre toute la logique et la consolider. Ça l'envoie sur Slack. Il y a un seul bloc de code propre là, et avant, j'en avais 10-15. Ma prédiction, pour dans pas longtemps, on n'aura même plus besoin de construire les modules Make manuellement. Le MCP Make depuis Claude existe déjà. Je suis même plus sur Make. Avant, Teamteller, Zapier, j'étais devenue l'expert produit. Make, j'y passe très peu de temps. Tout est connecté depuis Claude. J'y vais juste pour vérifier et faire le human in the loop, vérifier vraiment que tout fonctionne, qu'il y ait bien les bonnes sécurités Oui. à la fin. Donc l'étape d'après, je pense, ce sera tu balances le lien de la doc API Teamteller, tu décris le résultat que tu veux, et Claude crée les modules directement, en mode débrouille-toi Bien avec sûr. ça, sans toucher à Make, Ouais. sans comprendre la logique derrière. C'est triste à dire, mais on sera de moins en moins administrateur de nos tools, et à un moment donné, on comprendra plus rien de ce qu'on fait. Ouais, et en même temps, et après, enfin, on peut, enfin, je ferme la parenthèse là que tu as ouverte sur ça, et on voit de plus en plus aussi, à l'heure où on se parle, là, des gens qui prennent des IA locales, justement pour reprendre le contrôle de ce que tu fais. Et donc, du coup, sur ta machine, quand tu as une machine qui permet de le faire, tu fais tourner ton propre petit modèle. Enfin, les tâches recrutement, franchement, on fait pas des coller des fusées. Donc, on n'a pas besoin de trucs incroyablement difficiles. Et donc, des tâches très simples tournent sur une machine en local, à partir du moment où tu as l'ordi, le Mac qu'il faut. Et donc, typiquement, c'est un truc qui pourra marcher et tu reprendras le contrôle. Par contre, oui, tu seras jamais vraiment derrière le code qui va être généré, ce que tu contrôles ou pas. Mais du coup, tu as un regain de contrôle potentiellement par rapport à d'autres outils où du coup, tu décides de ce qui se passe et ça reste en local. Donc, tous les avocats vont être contents parce que côté RGPD, c'est peut-être mieux si ça reste sur ton ordi que si c'est du coup utilisé par des outils américains qui te balancent du coup des outils partout ailleurs, enfin des données partout ailleurs. Mais bon, bref, c'est ce que tu dis est intéressant sur la perte de contrôle. Avant qu'on revienne de ce sujet-là, toi, c'est quoi du coup tu dirais, genre, parce que souvent ce qui revient, la question numéro 1 par rapport à ça, c'est tous les cas d'usage. Donc, c'est quoi tous les cas d'usage que tu vois de ce que tu peux faire qui va en gros aller améliorer ton ATS via l'usage d'outils en parallèle, tous les cas d'usage les plus utiles que tu vois, les plus pertinents pour un recruteur et une recruteuse. Je vais t'en donner plein. Je vais juste revenir sur ce que tu as dit sur la RGPD, parce que je suis extrêmement sensible par Oui, rapport à ça. c'est un point clé. Et il faut que tu comprennes que l'API, la clé token, c'est ce qui permet justement de coder et d'encrypter toutes les informations. Claude n'a pas accès aux data des candidats, il a accès au workflow et au code Python qui va générer ça. Et ensuite, ça sera directement depuis Make, qui est payé. Donc, c'est un outil qu'on va utiliser pour automatiser. Et Make ne va pas en tirer des informations. Donc, rien ne sera partagé sur Claude par rapport à ça. Là, on va utiliser l'intelligence de l'IA, ça sera pour créer ces codes Python. Et ensuite, si on avait fait ça en local avec mon petit terminal, mon VS Code et mon Python, j'en serais venu au même résultat. Donc tout est protégé. J'ose espérer. Je reviens sur ta question de ce qu'on peut faire aujourd'hui, maintenant. J'espère t'avoir convaincu sur la partie RGPD. L'exemple que j'avais donné avec les analytics, on peut automatiser le reporting qu'aucun analytics natif ne produit. Le weekly report live depuis mon API, en passant par Make, puis Slack. Donc ça, c'est un exemple direct. Le MCP de Make sur Claude permet de décrire ce que l'on veut faire. Je l'avais encore fait à la mano à l'époque quand j'étais arrivée chez Phantom Buster. Maintenant que je veux vouloir automatiser quelque chose, je le ferai depuis mon VS Code, mon IDE. C'est un outil de développeur, mais aujourd'hui, c'est du no-code qu'on peut faire avec. C'est plus puissant qu'utiliser la partie Cloud Code. Tout ce qui suit l'InTech Meeting aussi peut être automatisé.
Donc l'intake meeting, la conversation, des fois on dit kick-off aussi, hein, la Ouais. Qu'est-ce que conversation tu pourrais qu'on va rajouter du avoir. coup suite à un intake meeting? Exactement, donc c'est là où je passe le plus de temps à construire en ce moment, hein. Ce que j'ai déjà mis en place avec Make, c'est dès qu'un intake meeting se termine, donc on a une réunion généralement de 45 minutes, on discute, hein, tout est enregistré, hein. Il y a un recording qui se fait, hein. Le recording va vivre dans mon Google Drive et mon Google Drive va directement être exploité par l'automatisation de Make, hein. Donc il y a un channel Slack dédié au rôle qui va être créé automatiquement. J'avais déjà réussi à faire ça il y a 8 mois, je crois, chez Ravenpack, dans mon ancienne société. Donc, j'utilise un template Mmh. qui rappelle toutes les étapes du process. Donc, ce template-là ne changera jamais. Hiring manager, veuillez faire ci, veuillez faire ça, veuillez vous connecter. Les informations de base pour que ce soit directement dans leur Slack. Et ensuite, un agent va résumer les points clés de ce qu'on a évoqué pendant le meeting. Un autre génère un draft du pitch d'entretien à partir de ce qui a été dit. On peut en avoir un autre également qui peut vérifier toutes les sources on a parlé du poste, on a parlé des seniorités, donc on peut vérifier un petit peu quelles sont les fourchettes de salaire. Ça vient un petit peu en retard après, mais c'est bien pour un petit peu revérifier. On a l'intake meeting qui a été terminé, on a plus d'informations sur ce que le hiring manager cherche, donc on va pouvoir consolider tout ça et avoir également une fourchette de salaire qui peut être estimée. J'avais fait également un outil de sourcing avec des recherches booléennes, mais je n'utilise plus forcément ce type de méthode maintenant. Je suis plus en top-down, je regarde par société pour comprendre le stack de chaque société, plutôt que chercher par keyword, mais ça, c'est un autre topic. C'est pour une autre histoire. C'est pour une autre histoire, et puis on n'est pas tous d'accord, donc je n'ai pas envie de me fâcher, c'est presque d'ordre politique. Donc mes limites, le pitch est créé dans un template, et j'en ai parlé tout à l'heure. Je dois encore faire un copier-coller dans Teamteller manuellement. L'autre jour, j'étais sur Claude et je lui demande si c'est possible. Et je lui envoie l'API, je lui envoie plus d'informations. Il me dit oui, Diane, c'est possible. Je passe 1 heure dessus et à la fin, bah non, c'était pas possible. Je le savais, mais il m'a donné cette espèce d'étincelle et on a essayé de travailler dessus. C'est ça, maintenant, je sais. J'y ai cru. Pour ça, il faut que Teamteller soit d'accord de nous faire une sorte d'MCP ou d'améliorer ce qu'on peut faire et ne pas faire dans l'ATS. C'est un autre topic encore. Je pense que c'est important également de protéger l'ATS, pas faire n'importe quoi. Donc c'est rentré manuellement et ça pourrait être un prochain chantier. Donc ce que je suis certaine... Tu aurais encore 1 ou 2 cas d'usage pour la route par rapport à ça? Oui, bien sûr. On peut utiliser le copilote plus la vidéo pour rendre les hiring managers autonomes dans leur préparation, sans passer par le recruteur comme intermédiaire. Et maintenant, s'ils sont 2 à faire un job fit, un entretien technique, et que c'est enregistré, peut-être qu'ils seront qu'une seule personne. Donc on va gagner en termes de temps, parce que leur temps, c'est également de l'argent. On peut scorer les CV. Alors attention avec ça, très important. La machine ne changera pas, ne remplacera pas l'œil expert du recruteur. On a de plus en plus de candidats qui vont utiliser le LLM, qui vont utiliser des mots-clés. On a de plus en plus de recruteurs qui vont utiliser les LLM pour parser, trier les CV. Et Teamteller a une fonctionnalité qui s'appelle le screening criteria. Il est disponible dans les add-ons. Il faut juste l'activer et elle n'est pas active par défaut. Ce qu'elle fait, c'est pour chaque poste, tu définis les critères clés issus de la fiche de poste. Et Teamteller va ensuite matcher ces critères avec le contenu du CV. Encore une fois, attention, je peux être un très bon candidat, avoir des projets qui sont énormes et pas forcément avoir utilisé le petit mot-clé que la machine va demander. Mais c'est quelque chose qu'on peut regarder. On a accès à ça, donc on a une petite boulette rouge si la personne ne l'a pas, une petite boulette verte. Il faut faire confiance à son jugement de recruteur. C'est quelque chose qui peut être intéressant parce qu'on va l'utiliser pour notre entretien, pour approfondir certaines questions. Et on peut également le modifier, c'est-à-dire que si finalement cette personne-là, on va pouvoir le changer en boulette verte. Et si cette personne l'avait, mais c'était un vernis, c'est quelque chose qu'elle a mis, mais elle n'a pas approfondi, c'est pas rentré en production. Par exemple, un langage de programmation qu'il aurait vu en stage, où il aurait justement pas forcément l'expertise qui est demandée, on pourra la redéfinir en boulette verte. Donc c'est un add-on qui est intéressant, mais encore une fois, ça remplacera jamais le jugement du recruteur. J'ai tout un
pâté également de formulaires de candidature, mais je sais que tu l'as déjà vu avec le RecOps de chez Datadog. J'avais d'ailleurs bien aimé cet épisode et elle en avait très bien parlé. Mhm. Euh, j'ai pas mal avancé sur cette partie-là. Donc, en exemple concret, on a certaines candidatures qui sont pas, avec des questions qui sont pas Ouais. quantifiables. Et je pense que c'est important. Par exemple, nous, chez Phantom Buster, on recrute des personnes qui vont être notamment en France, en Espagne et au Portugal. C'est important d'avoir, par exemple, une question simple au début. Where are you currently based? Et puis, on a Ouais. le petit QCM France, Espagne, Portugal ou none of the above. C'est pas c'est pas discriminant, c'est vraiment qu'on peut pas techniquement les Oui, recruter en dehors contractuellement, de ces ouais. pays-là. Quand ça nous fait gagner sur 80 CV et on en a 60 qui sont none of the above, ça nous fait gagner énormément de temps. C'est clair. Et ça vaut pour plein de sujets, ça vaudrait pour des diplômes, ça vaudrait pour des années d'expérience, ça vaudrait pour, je sais pas, de la maîtrise d'un outil quand tu as des conditions qui sont des conditions strictes comme ça, vraiment strictes pour le Exactement. coup, tu peux en effet gagner un temps fou et t'es pas en infraction avec l'IA Act dans la mesure où du coup, tu fais pas, c'est pas l'IA qui décide, c'est une déclaration déclarative d'un candidat et c'est quelque chose qui te permet de faire du rejet en masse. Et tu pourrais même d'ailleurs Mhm. potentiellement donner ensuite faire des templates personnalisés par rapport à ça qui expliquent que c'est ce sujet-là et pas un autre. Trop bien. Si on fait, et ce sera ma dernière question pour toi, un peu de prospective là-dessus. Toi, qu'est-ce que tu anticipes sur les prochains mois, années? Comment tu penses que ça va évoluer tout ça et c'est quoi les dingueries qu'on va pouvoir faire entre ATS et Mhm. outils externes? C'est quoi, toi, les features les plus ouf tu penses qu'ils vont arriver dans les prochains mois, années, à le moment où on se parle? Tout va très vite, mais ton avis? Exactement. J'ai bien aimé l'un de tes derniers podcasts où il parlait du Minority Report du recrutement. On sait qui bouge avant qu'il postule. Je pense qu'on va vraiment rentrer là-dedans. Et ça, j'ai vraiment aimé cette partie-là. Donc, je ne vais pas la répéter. Ce qui ne disparaîtra pas, je pense en revanche, c'est la conversation humaine, savoir si la personne va vraiment matcher avec l'équipe. On recrute de l'humain. On recrute des personnes qui vont passer pas mal de temps avec nous. Donc ce n'est pas un problème technologique qu'on va résoudre, mais une question de redesign total du format aussi, je pense. Un gros problème qu'on a et qu'on commence à avoir de plus en plus, je pense que j'ai commencé à voir il y a un peu plus d'un an sur la partie notamment des machine learning engineers. Ça a commencé avec eux, mais maintenant les software engineers nous font la même chose et tous les candidats non-tech peuvent le faire aussi. Le format d'entretien, comme on le connaît à l'heure actuelle, disparaîtra parce qu'il ne fonctionne plus. Il est simple d'ajouter un agent côté recruteur pour poser les questions, écouter et ajouter de la prop question. Donc ça, on aime bien, on attend ces outils-là. Mais il est encore plus simple, d'autant plus simple, le côté candidat. C'est la même chose. J'avais participé à un event de candidats, justement, où ils étaient en train de parler de tous ces agents qui peuvent récupérer l'information et répondre à ta place. C'est bien de faire un petit peu le spy, de voir de leur côté ce qu'ils sont prêts à faire pour pouvoir également être capable de savoir ce qui est en train de se passer. À moins de revenir à un entretien physique, comme je l'ai connu en 2014, quand j'étais sur Paris, jeune recruteuse, avec le candidat qui se déplace depuis l'autre bout de Paris, ce qui nous ferait regresser. Ce qui restera, je pense, c'est la conversation humaine sur les soft skills, la culture, l'alignement d'équipe. Donc, une chose est sûre, en amont, le recruteur devient encore plus stratège, parce qu'on a vraiment besoin de recruter. Toute la communication avec l'hiring manager, est-ce qu'on peut répondre à un besoin autrement aussi? Et le recruteur de demain, c'est celui qui va se poser les bonnes questions avant d'ouvrir le poste. J'aime beaucoup ta conclusion, Diane, dans ce que tu dis, parce que ce qui est vraiment en fait clé, c'est le côté, enfin, stratège du recruteur. Tu as beaucoup de gens qui disent l'IA va prendre la place des recruteurs et des recruteuses, on va tous disparaître, nos métiers servent à rien, balali balala. On fait beaucoup Mm. peur, alors qu'en vrai, en fait, je te relance sur ça, c'est que l'IA, enfin, pour moi, va réhumaniser le métier. En fait, au final, on va déléguer les trucs qui sont à Exactement. faible valeur ajoutée, voire qui n'ont pas lieu d'être en fait et qui sont de l'ancien monde à l'IA. Et du coup, on sera beaucoup plus nous dans les relations humaines, dans le lien que tu vas pouvoir créer avec tes managers, avec tes candidats et tes candidates que tu vas pouvoir coacher ou autres. En fait, c'est le paradoxe, c'est que l'IA va pas robotiser, mais va humaniser le recrutement. Donc, je te rejoins à 100% dans ce que tu dis. On se revoit dans quelques Exactement. mois, années, avec tous les changements qu'on vit. Est-ce que tu as un conseil final, slash un mot de la fin, tu vois, que tu veux rajouter en plus de ça sur Ouais, justement la manière d'utiliser à fond ces ATS, ces outils en ouais. général? C'est ton moment fin de discours politique. Wouhou. Votez pour moi, vive la République, vive la France. À toi de jouer. Non, pas sur la partie ATS, mais sur la partie de l'utilisation de l'IA.
les développeurs ont fait ça avant nous. Il y a notamment Guillaume Alexandre qui a écrit un super document. C'est sorti aujourd'hui ou ce week-end. J'étais en train de le lire ce matin. Il C'est parlait tout frais, il est sorti aujourd'hui. Oui, c'est il tout a écrit il y a frais. quelques jours. Je l'ai pas encore terminé. J'étais en plein dedans. Je me suis arrêtée avec son histoire des moines copistes. Les moines copistes sont les développeurs d'aujourd'hui. Et le petit parallèle que je vais faire avec le recruteur, c'est que il faut voir ce qui est en train de se passer avec les développeurs actuellement et comment est-ce qu'ils peuvent utiliser l'intelligence de l'IA, parce que c'est quelque chose qui va nous tomber dessus dans quelques mois, quelques années. Par exemple, un développeur qui reste un très très bon développeur, c'est quelqu'un qui va utiliser un PRD pour tout ce qui est Product Requirement, pour pouvoir bien poser des bases au niveau de son prompt avant de créer quoi que ce soit. Et c'est pour ça qu'on voit tous les mèmes sur LinkedIn du produit qui a l'air bizarre s'il est utilisé par l'IA, et du produit qui a l'air d'avoir de très bonnes fondations quand on a utilisé la data et et ceux qui vont utiliser également les bonnes fondations qu'ils ont appris avant IA. Donc on va pas jumper sur une wave si on la comprend pas. Et quelque chose que je vais là où on devrait se challenger un petit peu plus, c'est voir comment est-ce que les développeurs utilisent tous leurs outils pour bien implémenter l'IA, parce que c'est quelque chose dont on va avoir besoin quand on va prompter, quand on va nous-mêmes avoir besoin de créer des workflows. Trop bien. J'aime ce que tu as dit sur ne pas se jumper dans la vague, ne pas sauter sur la vague avant de ne pas la comprendre. Et ça rejoint du coup en effet l'article de Guillaume qu'on mettra, je pense, aussi en commentaire du coup de cet épisode-là pour celles et ceux qui ne l'auront pas encore vu quand l'épisode sortira. Mais trop bien ce que tu viens de nous dire et merci. Et franchement, c'est à la fois flippant et excitant en même temps. La suite qui nous attend du monde du recrutement, à nous de décider ce qu'on veut en faire, quoi. Merci beaucoup Diane d'avoir accepté cette invitation et d'être passée du coup dans cet épisode de Tam Tam. Du coup, je te souhaite de passer une excellente fin de journée, plein de belles constructions d'ATS et d'outils en parallèle et d'IA à toi. Merci. Et bon recrutement, à bientôt. À bientôt. Tu es arrivé au bout de l'épisode. Merci et bravo. Merci parce qu'on met du temps et du cœur à faire ce podcast avec tous mes invités. Donc en écoutant jusqu'au bout, ça fait grave plaisir. Bravo, car en écoutant Tam Tam, tu progresses dans ton recrutement, tu fais de la veille, tu challenges tes pratiques et ça, c'est vraiment chouette. Et si tu veux aller encore plus loin et te former avec Blendy, tu sais où me trouver. Maintenant, si ce podcast te plaît, tu sais ce qu'il te reste à faire. En parler au monde entier et faire des t-shirts à mon effigie. Non, on va pas aller jusque là, mais 3 choses que tu peux faire. Premièrement, aller mettre une bonne note sur Apple Podcast ou Spotify. C'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Deuxièmement, tu peux en parler autour de toi. Et 3, tu peux envoyer un petit mot doux à l'invité du jour si tu l'as trouvé pertinent. Je suis sûr que tu feras des heureuses et des heureux. Allez, à très vite pour un nouvel épisode de Tam Tam.